L'épée de vérité. La première leçon du sorcier. Chapitre 6. Le lendemain au réveil, Richard comprit que sa blessure à la main n'était pas bénigne. La fièvre le menaçait. Le front brûlant à certains moments et les vêtements imbibés de sueur, il tremblait de froid l'instant d'après. La douleur dans son crâne finissait par lui donner la nausée, et l'idée de manger le rendait malade. Il ne pouvait rien contre ces symptômes, sinon espérer que Z l'aiderait. Comme ils étaient presque arrivés, il décida de ne pas alarmer Callan. Son sommeil avait été hanté de cauchemars, mais il n'aurait su dire si c'était à cause de la fièvre ou de ce qu'il avait appris. Les propos de Charles le troublaient plus que tout. Trouver la vérité ou mourir. Rien de très enthousiasmant. Le ciel, légèrement couvert, et la lumière grisâtre annonçaient la venue prochaine de l'hiver. Par bonheur, les grands arbres qui flanquaient la piste, serrés les uns contre les autres, faisaient rempart à la bise. Dans ce sanctuaire rempli du parfum des sapins baumiers, les voyageurs étaient à l'abri du souffle glacé de la nature. Callan et Richard traversèrent un ruisseau près d'un barrage érigé par des castors et découvrirent une étendue de fleurs sauvages, dont les corolles jaunes et bleu pâle couvraient le sol d'un ravin chichement boisé. Callan s'arrêta pour cueillir quelques fleurs, avisant un morceau de bois mort en forme de conque. Elle entreprit de disposer les fleurs dans sa partie creuse. Richard pensa que sa compagne devait mourir de faim. Sachant qu'il trouverait un pommier non loin de là, il alla faire sa cueillette pendant qu'elle continuait à s'occuper des fleurs. Quant au rendre visite à Z, apporter de la nourriture était toujours une bonne idée. Il termina le premier et attendit, adossé à un tronc, curieux de voir où Callan voulait en venir. Quand elle fut satisfaite de son travail, elle souleva l'ourlet de sa robe, s'agenouilla près du ruisseau et mit le morceau de bois à l'eau. Accroupie, les bras croisés, elle regarda un moment le petit radeau chargé de fleurs dériver sur l'onde paisible. Puis elle se retourna, aperçut Richard et s'approcha de lui. Une offrande à la mémoire de nos mères, pour leur demander de nous protéger et de nous aider à trouver le grand sorcier. Richard, quelque chose ne va pas ? Il lui tendit une pomme. Pas de problème. Tiens, mange ça. Elle écarta son bras d'une main et de l'autre le prit à la gorge, soudain transformée en furie. « Pourquoi me fais-tu ça ?» cria-t-elle. Décontenancé, Richard se raidit. Une petite voix lui souffla qu'il ferait mieux de ne pas bouger. « Tu n'aimes pas les pommes ? Navré, mon ami, mais je te trouverai autre chose à manger. »« Comment as-tu appelé ces fruits ?» demanda Callan, visiblement troublé. « Des pommes ?» répéta Richard, toujours immobile. « Tu ne sais pas ce que c'est ? Elles sont délicieuses, crois-moi. » Tu pensais qu'il s'agissait de quoi ? Callan relâcha un peu sa prise. « Tu consommes ces pommes ? » ?»« Oui, tant que j'en trouve. » Embarrassé et plus du tout en colère, Callan le lâcha et mit une main devant sa bouche, les yeux écarquillés. « Pardonne-moi, j'ignorais que tu pouvais manger ces choses. Dans les contrées du milieu, tous les fruits à la peau rouge sont empoisonnés. J'ai cru que tu voulais me tuer. » La tension se dissipa d'un coup quand le jeune homme éclata de rire. Callan l'imita, même si elle tenta de dire que ce n'était pas drôle du tout. Il mordit dans le fruit pour lui montrer qu'il n'y avait aucun danger, puis lui en tendit un autre. Elle accepta, mais le regarda longtemps, méfiante, avant de le goûter. « Mais c'est très bon !» Elle fronça soudain les sourcils et posa une main sur le front de son ami. « Je savais bien que quelque chose n'allait pas. Tu es brûlant de fièvre. »« Je sais, mais nous ne pourrons rien faire avant d'être chez Z. Par bonheur, nous arriverons bientôt. » Un peu plus loin sur la piste, ils aperçurent la petite maison de Z. Appuyée contre le toit couvert de gazon, une planche servait de rampe d'accès au chat du vieil ami de Richard. L'animal très âgé était plus doué pour monter que descendre. Des rideaux blancs en dentelle pendaient aux fenêtres. Sur le rebord,
Des pots de fleurs ajoutaient une note champêtre, même si les végétaux, à ce moment de l'année, avaient séché et s'étaient ratatinés. Les murs en rondins, patinés par l'âge, flanquaient une porte peinte en bleu vif qui semblait souhaiter la bienvenue aux visiteurs. À ce détail près, la demeure se fondait dans le paysage environnant, comme si elle avait été tentée de passer inaperçue. Aussi modeste qu'elle fût, cette résidence était dotée d'un porche qui courait tout au long de sa façade. La chaise de Z, surnommée « Raison », était vide. Elle devait son sobriquet à une des vieilles habitudes étranges du vieil homme. Dès que quelque chose éveillait sa curiosité, il s'asseyait pour réfléchir à la raison profonde du phénomène. Une fois, il était resté assis 3 jours durant à se demander pourquoi les gens polémiquaient sans fin sur le nombre d'étoiles qui brillaient dans le ciel. Lui-même s'en fichait, jugeant la question ridicule. Mais pourquoi ses contemporains y voyaient-ils un sujet de débat passionné ? Au terme de sa méditation, il avait livré son verdict. Sur une question pareille, tout le monde pouvait avoir une opinion sans craindre d'être contredit, puisqu'il était impossible de connaître la réponse. Un bon moyen, selon lui, de passer pour un érudit à peu de frais. Ce problème résolu, il était entré dans la maison et avait consacré 3 heures à s'empiffrer. Richard appela mais n'obtint pas de réponse. « Je sais où il est, sur son rocher nuage, en train de sonder les cieux. » Son rocher nuage ? L'endroit où il adore regarder les nuages. Ne me demande pas pourquoi, depuis que je le connais, dès qu'il voit un nuage intéressant, il se précipite sur ce rocher pour l'étudier. Richard avait grandi avec ce fameux rocher. Pour lui, ce comportement n'avait rien d'excentrique. Le vieil homme était comme ça. Voilà tout. Ils traversèrent l'étendue d'herbes folles qui entourait la maison et gravirent la colline quasiment chauve où se dressait le rocher nuage. Leur tournant le dos, Z était perché sur la grosse pierre plate, ses bras chétifs écartés, tandis que le vent faisait volter ses cheveux blancs. Incidemment, le vieil homme était nu comme un verre. Richard écarquilla les yeux et Callan détourna les siens. Les replis de peau blême qui tombaient mollement sur ses articulations donnaient à Z des allures de vieux bâton desséché d'une extrême fragilité. Une illusion d'optique, car le vieillard, Richard le savait, n'avait rien de fragile. Sur ses fesses, dépourvues de tout rembourrage de graisse, la peau flasque pendait misérablement. Il leva un doigt décharné vers le ciel et lança d'une voix chevrotante. « Je savais que tu allais venir, Richard !» Sa longue tunique unie gisait en boule derrière lui. Richard la ramassa pendant que Callan, tout sourire, se détournait pour préserver sa pudeur féminine. « Z, nous avons de la compagnie, rabis-toi. »« Tu sais comment j'ai deviné que tu allais venir ?» demanda le vieil homme sans esquisser un mouvement. « Ça doit avoir un rapport avec le nuage qui me suit depuis quelques jours. Maintenant, laisse-moi t'aider à remettre tes frusques. » Z se retourna et battit des bras tant il était nerveux. « Des jours, dis-tu ? Foutaise. Richard, voilà 3 semaines que ce nuage te piste, depuis que ton père a été assassiné. Au fait, je ne t'ai pas vu depuis la mort de Georges. Où étais-tu ? Je t'ai cherché partout. Et quand tu décides d'être introuvable, il est plus facile de te repérer dans une aiguille que dans une meule de foin. » « J'avais affaire. Enlève les bras que je puisse t'habiller. » Richard passa la tunique sur les bras de Z, qui se tortilla pour qu'elle tombe plus ou moins élégamment le long de son corps malingre. « Tu avais affaire ? Étais-tu trop occupé pour lever les yeux au ciel de temps en temps ? Fichtre et foutre, Richard. Sais-tu d'où vient ce maudit nuage ?» Le front plissé, Z semblait sincèrement inquiet. « Arrête de jurer comme un charretier. D'après moi, ce nuage arrive de Dara. » Z recommença à battre des bras. « Dara, bien vu, mon garçon. Dis-moi, comment as-tu trouvé ça ? À cause de sa densité ? De sa texture ? » De plus en plus excité, Z gigotait comme un ver, car il n'était pas satisfait des replis de sa tunique. Ni l'un ni l'autre. C'est une supposition fondée sur des informations sans lien direct avec le nuage. Z, comme je te l'ai déjà précisé, nous avons de la compagnie. Oui, j'avais entendu. Il éluda la question d'un vague geste de la main. Des informations sans lien direct, dis-tu. Voilà qui est très bien. Vraiment bien. As-tu également appris que c'est très inquiétant tout ça ? Ah, bien sûr que oui.
Zed adorait jouer seul au jeu des questions et des réponses. « Mais pourquoi transpires-tu comme ça ?» Il posa sa main décharnée sur le front de Richard. « Tu as de la fièvre. M'as-tu apporté à manger ?» Richard avait déjà sorti une pomme de son sac. Devinez que son vieil ami aurait faim n'avait rien d'un exploit. Zed était affamé en permanence. Il mordit voracement dans la pomme. « Zed, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai des ennuis et il me faut ton aide. » Le vieil homme posa les doigts sur le front de Richard. Sans cesser de mâcher, il lui souleva une paupière du bout du pouce. Penché en avant, il approcha son visage au nez crochu de celui du jeune homme, étudia son œil et recommença la même procédure avec l'autre. « Je t'écoute toujours, Richard. » Il prit son protégé par le poignet et chercha son pouls. « Et je suis tout à fait d'accord avec toi, tu as des ennuis. Dans 3 heures, peut-être 4, mais pas plus, tu sombreras dans l'inconscience. » Richard sursauta, et Callan ne cacha pas son inquiétude. Zed était un expert en maladies, entre autres choses, et il ne s'était jamais trompé sur ce type de pronostic. Depuis son réveil, Richard avait les jambes flageolantes, et ça ne s'arrangeait pas davantage que ses frissons. « Tu peux faire quelque chose ?» Sans doute, mais ça dépend de la cause de tes symptômes. À présent, cesse de jouer les goujats et présente-moi ta petite amie. Zed, voilà mon ami, Callan Amnel. Le vieil homme plongea son regard dans celui de Richard. Je me suis donc trompé, c'est vrai? Elle n'est pas si petite que ça. Il rit de sa plaisanterie, fit une révérence caricaturale à Callan, lui prit la main et y déposa un baiser. Zedicus, Zul Zorander, pour vous servir, noble jeune dame. Il se redressa pour mieux l'étudier. Quand leurs regards se croisèrent, son sourire s'évanouit et ses yeux s'arrondirent. L'air furieux, il lâcha la main de la jeune femme, comme si c'était un serpent venimeux, et se tourna vers Richard. « Que fais-tu donc avec cette créature ?» Si Callan ne broncha pas, Richard n'en crut pas ses oreilles. « Zed !»« Elle t'a touché ?»« Eh bien, commença Richard, tentant de se rappeler quand Callan l'avait touché. « Oh non, bien sûr que non. Je vois bien que non, mon garçon. Tu sais qui elle est ? C'est une... » La jeune femme le foudroya du regard. Zed se pétrifia. « Oui, je le sais, » dit Richard, la voix calme mais ferme. « C'est mon amie. Hier, grâce à elle, je n'ai pas été assassiné comme le fut mon père et j'ai échappé aux griffes d'un garne. Un monstre terrible, si tu veux le savoir. » Callan se détendit un peu. Le vieil homme la dévisagea un moment avant de se tourner vers Richard. « Zed, c'est mon ami. Nous avons tous les deux des problèmes et nous devons nous entraider. »« Ah, des problèmes. C'est ça, oui. »« Zed, je t'en prie, nous avons besoin de toi. Et le temps presse. » Le vieil homme semblait décidé à ne pas s'impliquer dans cette affaire. Mais Richard n'était pas du genre à baisser les bras si vite. « Hier, après notre rencontre, un quatuor l'a attaqué. Un autre arrivera bientôt. » Dans les yeux du vieillard, Richard vit enfin ce qu'il attendait. La haine disparut, remplacée par un début de compassion. Zed dévisagea Callan comme s'il la voyait pour la première fois. Ils se défièrent du regard un long moment. En entendant le mot quatuor, la jeune femme avait blêmi. Zed avança, l'enlaça et attira sa tête contre son épaule. Elle lui rendit son étreinte, visage enfoui dans sa tunique pour cacher ses larmes. « Tout va bien, cher enfant. Allons chez moi, tu y seras en sécurité. Vous me parlerez de vos ennuis et nous nous occuperons de la fièvre de Richard. » Callan hocha la tête et s'écarta de lui. « Zedicus Zulzorander. Je n'ai jamais entendu ce nom. » Le vieil homme sourit fièrement, les joues plissées comme du parchemin. « Ça ne m'étonne pas, mon enfant. Ça ne m'étonne pas du tout. Au fait, tu sais cuisiner ?» Il passa un bras autour des épaules de Callan et la serra contre lui alors qu'il commençait à descendre de la colline. « Je meurs de faim et je n'ai plus goûté de bonne cuisine depuis des années. Suis-nous, Richard, tant que tu le peux encore. » « Si vous guérissez mon ami, je vous ferai de la soupe aux épices, un plein chaudron. »« Oh, de la soupe aux épices.
Voilà des lustres que je n'en ai pas eus. Oh, celle de mon jeune ami est fade comme un ciel sans nuages. » Richard suivait à distance, car les derniers événements l'avaient vidé de ce qui lui restait de force. La désinvolture de Zed au sujet de sa fièvre le terrorisait. Connaissant son ami, il savait que c'était une façon de ne pas l'alarmer. Il était donc gravement atteint, comme la douleur dans sa main blessée le lui rappelait à chaque instant. Le vieil homme étant originaire des contrées du milieu, il avait pensé à l'amadouer en mentionnant les quatuors. Le résultat dépassait ses espérances puisque Zed et Callan semblaient soudain s'entendre à merveille. Un peu bizarre, mais très réconfortant. En marchant, pour se rassurer, il toucha le croc qui pendait à son cou. Cela n'eut pas grand effet, car tout ce qu'il avait appris l'inquiétait à juste titre. À un angle de la maison, Zed avait installé une table où il aimait prendre ses repas en plein air quand le temps le permettait. Un moyen de continuer à scruter les nuages tout en se restaurant. Quelques minutes après, il ressortit et posa sur la table au bois usé par les ans et les éléments une cargaison de carottes, de baies, de fromage et de jus de pomme. Satisfait, il s'assit en face des deux jeunes gens, tendit à Richard une chope pleine d'un épais liquide marron aux effluves d'amandes et lui ordonna de le boire lentement. « Parle-moi de vos ennuis, » dit-il ensuite au jeune homme. Richard lui raconta sa mésaventure avec la liane. Puis il évoqua le monstre qu'il avait vu dans le ciel et sa rencontre avec Callan, poursuivi par 4 hommes. Il n'omit aucun détail. Zed en raffolait, même s'il n'avait aucune importance. De temps en temps, il s'interrompait pour boire une gorgée de sa potion. Callan croqua 2 ou 3 carottes, se régala avec les baies et but du jus de pomme. En revanche, elle ne toucha pas au fromage. Elle acquiesçait aux propos de Richard et volait à son secours quand il ne parvenait pas à se souvenir d'un détail précis. Il décida de ne pas mentionner ce qu'elle lui avait confié sur l'histoire des 3 pays et sur la récente conquête des contrées du milieu par Darkenral. Il vaudrait mieux qu'elle en parle elle-même avec ses propres mots. Celle lui demanda de revenir au début de son histoire. Que fichait-il dans la forêt de Vène pour commencer ? Chez mon père, après sa mort, le vase bleu était un des rares objets intacts. Dedans, il y avait un fragment de liane. Depuis 3 semaines, je cherchais la plante pour découvrir le sens du dernier message de papa. Quand je l'ai trouvée, elle m'a attaqué. En avoir fini le soulagea, car il avait la gorge sèche et la langue pâteuse. « À quoi ressemblait cette liane ?» demanda Zed en mordant dans une carotte. « Eh bien, j'ai encore le fragment dans ma poche. » Richard sortit le morceau de végétal et le posa sur la table. « Fichtre et foutre ! Une liane serpent !» Un frisson glacé courut le long de l'échine de Richard. Il connaissait ce nom parce qu'il figurait dans le grimoire secret. Contre toute logique, il espéra que ça ne signifiait pas ce que... ça voulait sans doute dire. « Bon, le point positif, c'est que je sais à présent quelle racine utiliser pour te soigner. L'ennui, c'est qu'il faudra la dénicher. Ma chère enfant, j'aimerais aussi entendre ton histoire. Mais sois brève, parce que j'ai du pain sur la planche. » Au souvenir de ce qu'elle lui avait raconté la veille, Richard se demanda comment Callan pourrait faire court. Darkenral, le fils de Panisral, a mis dans le jeu les 3 boîtes d'Orden. Je suis là pour chercher le grand sorcier. Richard crut que la foudre venait de le frapper. Dans le grimoire des ombres recensées, l'ouvrage que son grand-père lui avait fait mémoriser avant qu'il le détruise, figurait une phrase qui lui revint aussitôt à l'esprit. Quand les 3 boîtes d'Orden seront mises dans le jeu, la liane serpent croîtra et se multipliera. Les pires cauchemars de Richard et de tous les êtres vivants menaçaient de prendre cher. Chapitre 7. Terrassé par la fièvre et la douleur, Richard s'aperçut à peine qu'il s'était affaissé la tête reposant sur la table. Il gémit, pendant que son esprit embrumé mesurait les implications de ce que Callan venait de dire à Zed. Les prophéties du grimoire des ombres recensées allaient se réaliser. Il sentit que son vieil ami approchait de lui. Puis il entendit dire à Callan de l'aider à le porter dans la maison. Alors qu'ils marchaient avec leur soutien, le sol sembla glisser de droite à gauche, comme s'il voulait se dérober sous ses pieds. Enfin,
On l'étendit sur un lit sous une épaisse couverture. Ses amis continuaient à parler, mais leurs mots n'avaient plus de sens pour lui, comme s'ils avaient seulement prononcé la moitié de leurs syllabes. Son esprit tomba dans l'obscurité, puis il vit la lumière, mais il remonta à la surface pour mieux se noyer de nouveau. Qui était-il? Que lui arrivait-il? Le temps passa. La pièce tanguait et roulait autour de lui comme un bateau dans une tempête. Il s'accrocha au lit pour ne pas être emporté. À certains moments, conscient de l'endroit où il était, il essayait de s'ancrer à tout ce qu'il savait comme un navire s'arrime au port. Mais le néant l'aspirait de nouveau. Enfin, il se réveilla et s'aperçut que son absence avait été longue. Mais de quelle durée exactement? Des heures? Des jours? Davantage? Il n'aurait su le dire. Faisait-il nuit dehors, ou avait-on simplement tiré les rideaux? Quelqu'un, s'avisa-t-il, lui passait un linge humide et frais sur le front. Sa mère lui caressait les cheveux. Ce contact était si réconfortant. Il parvint presque à voir son visage. Elle avait toujours pris soin de lui avec tant de tendresse. Jusqu'au jour de sa mort. Richard eut envie de pleurer. Elle n'était plus et pourtant elle lui caressait les cheveux. Comme c'était impossible, il devait s'agir de quelqu'un d'autre. Mais qui? Callan, se souvient-il. Il murmura son nom. C'était elle qui lui caressait les cheveux. Oui, Richard, je suis là. Tout lui revint d'un coup. L'assassinat de son père, la liane qui l'avait blessé, Callan, les 4 tueurs sur la corniche, le discours de son frère, d'autres choses encore. Quelqu'un l'attendant dans sa maison, le garde, la flamme nuit, lui ordonnant de découvrir la vérité ou de mourir. Enfin, ce que Callan avait dit au sujet des 3 boîtes d'Orden, une phrase qui faisait écho au grimoire des ombres recensées. Alors, il se souvint. Son père l'avait conduit dans un endroit secret, au cœur de la forêt. Là, il lui avait raconté comment il était parvenu à sauver le grimoire du danger qu'il courait, à l'insu de la bête, chargée de veiller sur lui jusqu'à ce que son maître revienne. George Cypher avait ramené l'ouvrage en terre d'Ouest pour le soustraire à des mains avides, dont le gardien du grimoire lui-même ignorait à quel point elles étaient menaçantes. Tant que le grimoire existerait, le péril subsisterait. Pourtant, il n'était pas question de détruire le savoir que refermaient ces pages. Propriété du gardien, le grimoire devait être préservé jusqu'à ce qu'on puisse le lui restituer. Le seul moyen de réussir était de mémoriser son contenu, puis de le livrer aux flammes. Georges avait choisi Richard et pas Michael pour des raisons qu'il était le seul à connaître. Nul ne devait être informé de l'existence du grimoire, même pas le frère de Richard. Seul le gardien avait le droit de le savoir. Oui, lui à l'exclusion de tout autre. Si Richard ne le trouvait jamais, il devrait transmettre son savoir à un de ses enfants qui l'imiterait un jour, le processus se répétant aussi longtemps que nécessaire. Georges ne pouvait pas lui révéler qui était le gardien, car il ne le savait pas. Quand Richard demanda comment il le reconnaîtrait, la réponse ne l'avança pas beaucoup. Il devrait trouver la solution seul et ne jamais en parler à personne, même pas à Z. Richard avait juré sur sa vie qu'il garderait le silence. Jusqu'à la fin, son père n'avait jamais posé les yeux sur le grimoire. Seul Richard en avait le droit. Jour après jour, semaine après semaine, sauf quand il voyageait, Georges l'emmenait dans la cachette et le regardait apprendre le texte par cœur. Michael, préférant la compagnie de ses amis aux beautés de la nature, il ne s'était jamais aperçu de rien. Habitué à ne pas beaucoup voir Richard quand Georges était là, Z lui-même n'eut pas de soupçon. Pour mieux mémoriser, Richard écrivait ce qu'il lisait puis comparait avec le texte original. Ensuite, son père brûlait les feuilles et lui demandait de recommencer, s'excusant souvent d'avoir placé un tel fardeau sur ses épaules. À la fin de chaque journée passée dans la forêt, il implorait son pardon. Richard ne lui en voulait pas, car la confiance qu'il lui témoignait était à ses yeux un honneur. Acharné, il recopiait le texte 100 de fois pour être sûr de ne jamais en oublier un mot. Au fil de sa lecture, il avait appris que la moindre omission, ou le plus infime ajout, provoquerait une catastrophe. Lorsqu'il annonça enfin à son père qu'il avait terminé, ils remirent le grimoire dans sa cachette
et l'y laissèrent pendant 3 ans. Ce délai passé, peu après le 15e anniversaire de Richard, ils retournèrent dans l'endroit secret par une belle journée d'automne. Si Richard se montrait capable de restituer le texte, sans commettre d'erreur, George et lui pourraient enfin brûler l'ouvrage. Richard écrivait d'une main sûre. Quand il compara avec l'original, il ne trouva pas une virgule d'écart. Ils allumèrent un feu et l'alimentèrent jusqu'à ce que la chaleur les fasse reculer. George tendit le grimoire à Richard. S'il était sûr d'avoir tout retenu, l'adolescent pouvait le jeter dans les flammes. Richard posa l'ouvrage dans le creux de son bras et caressa la reliure en cuir. La confiance que lui faisait son père, et par extension l'univers entier, pesait lourdement sur ses épaules. Au moment où il livra le volume au feu, il cessa définitivement d'être un enfant. Les flammes enveloppèrent le grimoire, le caressant et le consumant. Des silhouettes et des taches de couleur dansèrent devant leurs yeux et un rugissement retentit. Des rayons lumineux jaillirent en direction des cieux. Le vent fit claquer les manteaux des 2 hommes, tandis que le brasier aspirait des feuilles et des branches mortes. Des spectres apparurent et écartèrent les bras, comme s'ils se nourrissaient des flammes. Leurs voix caverneuses, aussitôt emportées par la bourrasque. Comme pétrifiés, Richard et son père n'esquissèrent pas un geste, incapables de détourner le regard de ce spectacle. La chaleur se transforma en une bise, plus froide qu'une tempête nocturne, qui leur coupa le souffle et les glaça jusqu'à la moelle des os. Puis ces frimas se dissipèrent, et les flammes devinrent une colonne de lumière blanche, si brillante qu'elle oblitéra tout, comme s'ils avaient été précipités au cœur même du soleil. Elle aussi disparut, pour céder la place à un profond silence. Le feu était éteint, et des volumes de fumée s'élevaient lentement dans le ciel d'automne. Le grimoire avait disparu. Le fils de George Cypher comprit qu'il avait vu la magie dans ses œuvres. Richard sentit une main se poser sur son épaule. Ouvrant les yeux, il reconnut Callan. Grâce à la lumière d'un feu qui filtrait par la porte entr'ouverte, il vit qu'elle était assise sur une chaise placée à côté de son lit. Le gros matou noir de Z ronronnait sur ses genoux. « Où est Z ?» demanda Richard, encore vaseux. « Il est allé chercher la racine qui te guérira. Il fait nuit depuis des heures. Selon lui, nous ne devons pas nous inquiéter s'il met du temps à revenir. Jusqu'à son retour, tu risques de sombrer plusieurs fois dans l'inconscience, mais il ne t'arrivera rien de grave. La potion qu'il t'a donnée te permettra de l'attendre en toute sécurité. » Pour la première fois, Richard s'avisa que Callan était la plus belle femme qu'il ait vue de sa vie. Ses cheveux tombaient librement autour de son visage et sur ses épaules. Il aurait voulu les toucher, mais n'en fit rien. Sentir sa main sur son épaule lui suffisait. Elle était près de lui et ne l'abandonnerait pas. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle d'une voix si douce qu'il s'étonna que Z ait pu avoir peur d'elle quand il la lui avait présentée. « Je préférerais affronter un autre quatuor plutôt que de me frotter à une liane serpent. » Elle lui fit un sourire complice, cette complicité qui semblait naturelle entre eux, et lui essuya le front avec un linge humide. Quand Richard lui saisit le poignet au vol, elle s'immobilisa et plongea son regard dans le sien. « Callan, Z est mon ami depuis tant d'années. Pour moi, il est comme un second père. Jure que tu ne lui feras pas de mal. Je ne pourrai pas le supporter. » « Je l'aime beaucoup, rassure-toi. C'est un homme de bien, comme tu le disais. Lui nuire n'est pas dans mes intentions. Je veux seulement qu'il nous aide à trouver le grand sorcier. » « Promets-moi, » insista Richard, en lui serrant plus fort le poignet. « Tout va bien se passer, il nous aidera. » Richard se souvint de la façon dont elle l'avait pris à la gorge, folle de rage, quand il lui avait offert une pomme qu'elle pensait empoisonner. « Promets-moi, » répéta-t-il. « Je me suis déjà engagée auprès d'autres personnes, dont certaines ont sacrifié leur vie. Beaucoup de gens dépendent de moi. C'est plus important que... »« Promets-moi »
Elle lui posa sa main libre sur la joue. « Désolé, Richard. Je ne peux pas. » Il lui lâcha le poignet, se tournant sur le côté et sentit qu'elle retirait la main de sa joue. Pensant au grimoire et à tout ce qu'il signifiait, il comprit que sa requête était égoïste. S'il la forçait à jurer qu'elle épargnerait Z, le vieil homme mourrait avec eux. Devait-il condamner des peuples à l'esclavage ou à la disparition pour qu'ils vivent quelques mois de plus? Et fallait-il du même coup signer l'arrêt de mort de Callan pour rien? Richard eut honte de sa propre stupidité. Il n'avait aucun droit de lui demander ça. Et si elle lui avait cédé, c'eût été une erreur. Pour l'heure, il devait plutôt se réjouir qu'elle ne lui ait pas menti. Mais il savait que Z, même s'ils s'étaient enquis de leurs ennuis, risquait de refuser de s'impliquer dans une affaire qui concernait les contrées du milieu. « Callan, la fièvre me rend idiot, pardonne-moi, je t'en prie. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux que toi. Tu essaies de nous sauver tous, je le sais. Z nous aidera, je m'en assurerai. Promets-moi simplement d'attendre que j'aille mieux. Laisse-moi une chance de le convaincre. » « Cette promesse-là, je peux la faire. Tu t'inquiètes pour ton ami. Si ce n'était pas le cas, c'est moi qui m'inquiéterais. Ce n'est pas du tout idiot. À présent, repose-toi. » Richard essaya de ne pas fermer les yeux, car le monde se mettait à tourner dès qu'il baissait les paupières. Mais cette conversation l'avait épuisé, et il ne put résister longtemps à l'attraction des ténèbres. De nouveau aspiré dans le vide, il erra sans fin dans des rêves confus, parfois plongé dans des endroits si déserts qu'on n'y rencontrait même pas des illusions. Le chat se réveilla et pointa les oreilles. Richard dormait. Ayant capté des bruits que seul un félin pouvait entendre, l'animal sauta des genoux de Callan, trottina jusqu'à la porte, s'assit sur son séant et attendit. Le voyant aussi paisible, la jeune femme resta assise près du lit. « Minou, Minou, où t'es-tu encore caché? Oh, bon, si tu veux rester dehors. Ah, tu es là. Cher enfant, comment va Richard? Il s'est réveillé plusieurs fois. À présent, il dort. Vous avez trouvé la racine? Bien sûr que oui. Sinon, je ne serais pas revenue. A-t-il dit quelque chose quand il était conscient? Simplement qu'il s'inquiétait pour vous. Z fit volte-face et retourna dans le salon en grommelant. Oh, il a de sacrées bonnes raisons. S'asseyant à la table, il pela les racines, les éminça, remplit une casserole d'eau, jeta les morceaux dedans et suspendit le tout autour de la cheminée. Puis il alimenta le feu avec les pelures et un peu de bois sec. Approchant d'une armoire, il en sortit une collection de fioles de différentes tailles. Sans hésitation, il en ouvrit une et versa dans un mortier en pierre noire une petite quantité de poudre bleue. Il recommença l'opération avec les autres fioles, saisit un pilon blanc et écrasa les divers composants. Un arc-en-ciel de bleu, de vert, de marron et de jaune, jusqu'à obtenir une pâte de la couleur de la boue séchée. Après avoir humidifié la pointe de son index, il le trempa dans le mélange pour prélever un échantillon et le goûter. D'abord dubitatif, il finit par sourire, apparemment satisfait. Il décrocha une cuillère pendue à un clou près de la cheminée, versa la préparation dans la casserole et remua lentement en regardant bouillir sa décoction. Quand il jugea que c'était prêt, il retira la casserole du feu et la posa sur la table pour la laisser refroidir. Il prit un bol et un morceau de tissu et fit signe à Callan de venir l'aider. Elle le rejoignit et l'écouta lui expliquer comment elle devait tenir le tissu au-dessus du bol pendant qu'il versait la mixture. Quand ce fut fait, il leva un index professoral. « À présent, tords le tissu pour extraire le liquide. Quand il n'en coulera plus, jette le filtre et son contenu dans le feu. » Devant l'étonnement de son assistante, il fronça les sourcils. « Ce qui reste dedans est du poison. Richard devrait se réveiller bientôt. Nous lui ferons boire la potion. Continue à tordre, je vais voir où il en est. » Z alla dans la chambre, se pencha sur Richard et constata qu'il était inconscient. Après avoir vérifié que Callan lui tournait le dos, absorbé par sa tâche, il posa un doigt sur le front du malade,
qui ouvrit aussitôt les yeux. « Cher enfant, nous avons de la chance. Il vient juste de se réveiller. Apporte-moi le bol. »« Zed, il n'y a pas de problème ?» dit Richard en clignant des yeux. « Oh, tout baigne dans l'huile, mon garçon. » Callan entra à pas prudents pour ne pas renverser la potion. Zed aida Richard à s'asseoir et le fit boire. Quand il eut fini, le jeune homme se rallongea. « La décoction te fera dormir et combattra la fièvre. À ton prochain réveil, tu te sentiras bien, c'est promis. Alors cesse de t'inquiéter dans ton sommeil. »« Merci, Zed, » murmura Richard avant de s'endormir comme une masse. Zed sortit, revint avec un plateau en étain et fit signe à Callan de s'asseoir sur la chaise. « L'épine ne supportera pas la présence de la racine. Elle sera forcée de quitter son corps. » Il glissa le plateau sous la main de Richard et s'assit au bord du lit. Ils attendirent en écoutant la respiration du jeune homme et le crépitement du feu dans l'autre pièce. Les seuls bruits qui résonnaient dans la maison. Puis Zed brisa le silence. « Pour une inquisitrice, il est dangereux de voyager seul, cher enfant. Où est ton sorcier ?»« Il a préféré vendre ses services à une reine. »« Il s'est détourné de ses responsabilités envers les inquisitrices ? Comment s'appelait-il ?»« Giller. »« Giller. Pourquoi un autre sorcier ne t'a-t-il pas accompagné ?»« Parce que tous se sont suicidés. Avant de mourir, ils ont lancé un sort pour que je puisse traverser la frontière, guidée par une flamme nuit. » Zed se leva et se frotta le menton, l'air sinistre. « Vous connaissez ces sorciers ?» demanda Callan. « Oui, j'ai longtemps vécu dans les contrées du milieu. »« Et le grand sorcier, vous le connaissez aussi ?» Le vieil homme se rassit, arrangea les plis de sa tunique et sourit. « Mon enfant, tu as de la suite dans les idées. J'ai rencontré ce personnage jadis. Même si tu le trouves, je doute qu'il veuille se mêler de ton histoire. Aider les contrées du milieu ne l'enthousiasmera pas. » Callan se pencha et prit entre les siennes les mains du vieil homme. « Zed, beaucoup de gens désapprouvent la cupidité du conseil des contrées du milieu. Ils voudraient que les choses soient différentes. Mais ils n'ont pas leur mot à dire, car ils n'appartiennent pas à l'élite. Ces hommes et ces femmes désirent vivre en paix. Darkenral a réquisitionné pour son armée les vivres stockés en prévision de l'hiver. Les soldats les gaspillent, les laissent pourrir ou les revendent 10 fois plus cher à leurs légitimes propriétaires. La famine menace. Cet hiver, des malheureux mourront de faim. Comme le feu est interdit, d'autres crèveront de froid. Ral prétend que tout ça est la faute du grand sorcier, parce qu'il refuse de venir et d'être jugé comme tout ennemi du peuple doit l'être. Le sorcier a attiré le malheur sur la tête de ces gens, et il est le seul à blâmer. Ral ne donne aucune explication convaincante. Pourtant, les foules le croient. Trop de gens gobent ses mensonges, même si ce qu'ils voient chaque jour devrait leur dessiller les cieux. Les sorciers vivaient dans la peur et on leur avait interdit d'exercer leur art. Un jour ou l'autre, ils le savaient, on les contraindrait à agir contre le peuple. Je sais qu'ils ont commis des erreurs dans le passé et cruellement déçu leur maître, mais ils n'ont jamais oublié le point essentiel de son enseignement. Protéger le peuple et ne lui nuire sous aucun prétexte. En gage d'amour pour leurs semblables, ils se sont sacrifiés afin d'arrêter Darkenral. Leur maître serait fier d'eux s'il savait. Mais cela ne concerne pas que les contrées du milieu. La frontière qui les sépare de Dara est tombée. Celle qui protège Terre d'Ouest faiblit déjà. Bientôt elle n'existera plus. Le peuple de votre terre d'accueil sera alors la proie de ce qu'il redoute le plus, la sorcellerie, une force plus terrible et effrayante que ce qu'il n'a jamais imaginé. Zed ne trahit aucune émotion, ne fit aucun commentaire et n'émit pas l'ombre d'une objection. Il continua à écouter sans retirer ses mains de celles de Callan. Le grand sorcier pourrait se moquer de tout ce que j'ai dit, mais Darkenral a mis dans le jeu les 3 boîtes d'Orden et cela change tout. S'il réussit, le premier jour de l'hiver, il sera trop tard pour tout le monde, y compris le grand sorcier. Ral le cherche déjà pour se venger de lui. Beaucoup d'innocents sont morts parce qu'il ne pouvait pas lui dire son nom. Mais quand Ral ouvrira la bonne boîte, il aura un pouvoir absolu sur toutes les créatures vivantes, et le grand sorcier ne pourra plus lui échapper.
Il peut se cacher tant qu'il veut en terre d'ouest. Le premier jour de l'hiver, ce sera fini et Darkenral le capturera. » Une grande amertume passa dans le regard de Callan. « Zed, les quatuors de Ral ont tué toutes les inquisitrices. J'ai recueilli le dernier soupir de ma sœur après qu'ils se furent occupés d'elle. À présent, il ne reste que moi. Les sorciers savaient que leur ancien maître ne voulait pas s'en mêler. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé. Je suis le dernier espoir du monde. S'il est trop borné pour comprendre que nous aider revient à se sauver lui-même, je devrais utiliser mon pouvoir pour le contraindre à agir. » « Et que fera un vieux sorcier rabougri contre Darkenral ?» demanda Zed. Désormais, c'était lui qui tenait les mains de Callan entre les siennes. « Il désignera un sourcier. »« Quoi ?» s'étrangla Zed en bondissant sur ses pieds. « Cher enfant, tu parles de choses dont tu ignores tout. » Troublé, Callan s'adossa au dossier de son siège. « Que voulez-vous dire ?» « Les sourciers se désignent tout seuls. Le sorcier les reconnaît, pourrait-on dire, et officialise les choses. »« Je ne comprends pas. Le sorcier ne choisit donc pas le bon candidat ?» Zed se rassit. « Eh bien oui, en un sens, mais après coup. Un véritable sorcier, celui qui peut changer les choses, doit montrer de lui-même qu'il est digne du titre. Le sorcier ne désigne pas quelqu'un du doigt en disant « Voilà l'épée de vérité, tu seras le sorcier ». Le choix ne lui revient pas, comprends-tu? On ne peut pas former un être pour qu'il devienne un sorcier. Il est ce qu'il est et se révèle par ses actes. Pour être sûr, le sorcier doit observer un individu pendant des années. Le bon candidat n'a pas besoin d'être un génie, mais il doit avoir les qualités requises. Être fait pour ça, si tu veux. Et on ne trouve pas facilement de tels individus. Le sorcier assure l'équilibre du pouvoir, mais le conseil utilise sa nomination comme un os qu'il jette à un de ces chiens qui glapissent à ses pieds. À cause de la puissance du sorcier, c'est une fonction très recherchée. Le conseil n'a rien compris. Ce n'est pas la fonction qui donne de la force à son titulaire, c'est l'individu qui apporte la sienne à la fonction. Il se pencha vers Callan. « Ma chère enfant, tu es née après que le conseil se fut arrogé le droit de désigner le sorcier. Peut-être as-tu vu un sorcier quand tu étais petite, mais ils étaient déjà tous des imposteurs. J'ai vu un vrai sorcier faire trembler un roi de peur en lui posant une simple question. Et quand un authentique sorcier dégaine l'épée de vérité, son juste courroux est un spectacle fascinant. Les dieux s'empâment de joie, et les méchants pâlissent de terreur, mais les gens croient rarement à la vérité, même quand elle se dresse devant eux, surtout quand ils refusent de la reconnaître. Ainsi, la position de sorcier est une des plus dangereuses qu'il soit. Pour ceux qui veulent usurper le pouvoir, il est un obstacle, alors il s'attire les foudres de bien des puissants. Le plus souvent, il est seul et ne vit pas très vieux. « Je connais bien ça, » dit Callan avec un pauvre sourire. Zed se pencha un peu plus vers elle. Contre Darkenral, même un authentique sorcier ne résisterait pas longtemps. Que se passerait-il après? Callan reprit les mains de son compagnon. « Zed, nous devons essayer. C'est notre seule chance. Si nous ne jouons pas cette partie-là, nous ne pourrons rien faire. » Le vieil homme se redressa et s'éloigna de la jeune femme. « Si le sorcier désigne quelqu'un ici, l'élu ne connaîtra pas les contrées du milieu et il n'aura aucune chance de s'en sortir. Cela reviendrait à prononcer une sentence de mort. »« C'est aussi pour ça qu'on m'a envoyé. Je devrais guider le sorcier, rester à ses côtés et le protéger, fût-ce au prix de ma vie. Les inquisitrices passent leur existence à arpenter le pays. J'ai été presque partout dans les contrées du milieu. Et depuis ma naissance, on m'a entraînée à parler plusieurs langues. C'est une obligation. Car une inquisitrice peut être appelée n'importe où. Je parle toutes les langues majeures et la plus grande partie des dialectes. Et si les membres de ma profession s'attirent les foudres de certains, la loyauté de bien des gens leur est acquise. Si nous étions des cibles faciles, Ral n'aurait pas besoin de lancer des quatuors à nos trousses. Beaucoup de ces tueurs ont péri en accomplissant leur mission. Zed, je peux protéger le sorcier. Et tant pis si je dois y laisser ma vie. Ce que tu proposes fera courir un terrible danger au sorcier, ma chère enfant. Et à toi-même. Une meute est déjà à mes trousses. Si vous avez une meilleure idée, n'hésitez pas à l'exposer.
Avant que Z ne pût répondre, Richard gémit. Le vieil homme se leva. « Nous y voilà !» Callan se leva aussi et le regarda prendre le bras blessé de Richard par le poignet et placer sa main au-dessus du plateau. Du sang coula sur l'étain. Quelques gouttelettes, puis l'épine suivit le même chemin. Callan tendit les doigts pour la ramasser. Z lui saisit le poignet. « Ne la touche pas, cher enfant. Maintenant que son hôte l'a expulsée, elle voudra s'en trouver un nouveau. Regarde !» Callan dégagea sa main. Z posa un index sur le plateau à quelques pouces de l'épine qui rampa aussitôt vers sa cible en laissant une minuscule traînée de sang dans son sillage. Z retira vivement son doigt. Il prit le plateau et le tendit à Callan. « Tire-le par en dessous et va le poser sur le feu. À l'envers, et n'y touche plus !» La jeune femme suivit ses instructions à la lettre. Z nettoya la plaie de Richard et la badigeonna d'onguents. Puis il se tourna vers Callan, revenu dans la chambre. « Pourquoi ne lui as-tu pas dit que tu étais une inquisitrice ?» demanda-t-il agressivement. « À cause de la façon dont vous avez réagi en m'identifiant. Richard et moi, nous sommes devenus amis. Je n'ai aucune expérience de ce genre de relation, mais je sais ce que subit une inquisitrice. Toute ma vie, j'ai vu des gens se comporter comme vous. Quand je partirai avec le sorcier, je lui dirai la vérité. Jusque-là, je voudrais garder l'amitié de Richard. Est-ce trop demandé ? N'ai-je pas le droit à un plaisir que tous les humains connaissent, avoir un ami ? Quand il saura, tout sera terminé. » Z glissa un doigt sous le menton de la jeune femme et la força à relever la tête pour qu'elle découvre son sourire bienveillant. « Ah, quand j'ai compris qui tu étais, j'ai réagi comme un imbécile. J'étais surpris car je pensais ne jamais revoir une inquisitrice. J'ai quitté les contrées du milieu pour fuir la sorcellerie, et voilà que tu brisais mon isolement. Je m'excuse de t'avoir donné le sentiment de ne pas être la bienvenue. Sache que je respecte les inquisitrices à un point que tu ne connaîtras peut-être jamais. Tu es une femme de qualité, et ma maison t'est ouverte de bon cœur. » « Merci, Zedicus Zulzorander. » Soudain, l'expression de Z se durcit. Callan n'osa pas bouger, le doigt du vieil homme toujours sous son menton, histoire de l'empêcher de détourner le regard. « Encore une chose, mère inquisitrice. Ce garçon est mon ami depuis longtemps. Si tu le touches avec ton pouvoir, ou si tu le choisis, tu devras m'en répondre et tu n'aimeras pas ma réaction. C'est compris ? » « Oui, » murmura Callan. « Parfait. » De nouveau bienveillant, Z retira son doigt de sous le menton de la jeune femme et se tourna vers Richard. Refusant de se laisser intimider, Callan le prit par le bras et le força à se retourner. « Z, je ne lui ferai rien. Pas à cause de vos menaces, mais parce que je l'aime bien. Je veux que vous le sachiez. » Ils se défièrent du regard un long moment. Puis Z la gratifia d'un des sourires malicieux et désarmants dont il avait le secret. « Si j'ai le choix, cher enfant, je préfère de loin cette option. » Callan se détendit, contente de s'être bien fait comprendre, et le serra brièvement dans ses bras. Z lui rendit son étreinte de bonne grâce. « Un sujet reste ouvert. Tu ne m'as pas demandé de t'aider à trouver le grand sorcier ? » ?»« Non, et je ne le ferai pas. Richard craint que vous refusiez. Je lui ai promis de le laisser aborder la question. Une parole d'honneur. » « Fascinant. Cher enfant, tu sais que tu ferais une très bonne sorcière ? » « Une femme peut être désignée ? » ?»« Évidemment. Quelques-uns des meilleurs sorciers en étaient. »« Merci bien. Mais j'ai déjà un métier impossible. Un deuxième ne me dit rien. »« Ah, tu as sans doute raison. Cher enfant, il est affreusement tard. Prends mon lit dans la chambre d'à côté et accorde-toi un repos bien mérité. Je veillerai sur Richard. » « Non. » Callan se rassit sur la chaise. « Je ne veux pas le laisser. »« Oh, comme tu voudras, comme tu voudras. Endors-toi, ma petite. Endors-toi. » Callan soupira et ferma les yeux. La jeune femme croisa les bras sur le bord du lit et y laissa tomber sa tête. Après avoir étendu une couverture sur elle, Z gagna la porte d'entrée, l'ouvrit et sonda l'obscurité. « Le chat, amène-toi, j'ai besoin de toi. » L'animal accourut et se frotta contre les jambes de son maître, la queue fièrement dressée. «
va dormir sur les genoux de notre invité. Tiens-lui chaud, dit Zed en le caressant derrière les oreilles. Le matou se précipita dans la chambre et laissa le vieil homme s'offrir une petite promenade solitaire sous le ciel étoilé. Sur l'étroit sentier qui serpentait entre les herbes folles, le vent faisait claquer la tunique de Zed. Dans le ciel, zébré de filaments de nuages, la lune fournissait une lumière suffisante pour s'orienter. Ayant suivi ce chemin des milliers de fois, Zed n'aurait pas été plus gêné par une nuit d'encre. « Rien n'est jamais facile, » marmonna-t-il en marchant. Près d'un bouquet d'arbres, il s'arrêta, pivota lentement sur lui-même, sonda l'obscurité et tendit l'oreille. Alors que les branches ondulaient sous le vent, il huma l'air à la recherche d'un mouvement inhabituel. Un insecte lui piqua le cou. Il l'écrasa sans pitié, le prit entre le pouce et l'index et l'examina attentivement. « Une bouche à sang! Ficherait foutre! Il ne manquait plus que ça !» Une créature jaillit d'un gros buisson. À quelques pas de lui, une montagne d'ailes de fourrure et de crocs l'attaquait. Les poings sur les hanches, Zed attendit. Juste avant que le monstre soit sur lui, il leva un bras, forçant le garne à queue courte à s'arrêter net. La bête, arrivée à l'âge adulte, le dépassait de 3 bons pieds et elle était 2 fois plus féroce qu'un de ses congénères à longue queue. Elle grogna et cligna des yeux, tous ses muscles bandés pour lutter contre la force invisible qui l'empêchait d'avancer vers une proie qu'elle était furieuse de ne pas avoir encore tuée. L'index se pliait, Zed obligea le garne à s'approcher de lui. Écumant de rage, le monstre se pencha en avant. Le vieil homme lui enfonça son doigt sous le menton. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, menaçant. Le garne émit un son de gorge rauque. « Très bien, je ne l'oublierai pas, tu peux me croire. Maintenant, réponds à une question. Veux-tu vivre ou mourir ?» La bête tenta en vain de reculer. « Bien, je vois que tu tiens à ta peau, donc tu m'obéiras au doigt et à l'œil. Écoute attentivement. Entre ici et Dara, un quatuor se dirige vers moi. Je veux que tu traques ces hommes et que tu les tues. Ensuite, rentre chez toi en Dara. Si tu exécutes mes ordres, je te laisserai vivre. Mais n'oublie pas que je connais ton nom. Si tu épargnes les tueurs, ou si tu reviens dans mon pays après avoir accompli ta mission, je te tuerai et je livrerai ta carcasse à tes maudites mouches. Marché conclu ? Parfait. À présent, fiche le camp. » Le garne grogna son accord. Zed retira son index de sous le manteau du monstre. Pressé de fuir, le garne battit frénétiquement des ailes et piétina l'herbe en prenant son envol. Zed le regarda décoller et décrire dans l'air des cercles de plus en plus larges. Lancé à la recherche du quatuor en direction de l'est, le monstre disparut de la vue du vieil homme. Alors il entreprit de gravir la colline. Arrivé au sommet, il approcha de son rocher nuage, pointa un index dessus et le fit lentement pivoter sur son axe, comme s'il remuait un ragoût. L'énorme bloc de pierre vibra. On eût dit qu'il essayait de tourner en rythme avec le doigt de Zed. Sous cet effort, la pierre finit par se craqueler, comme si elle résistait en vain à la force résolue à la mettre en mouvement. Puis sa surface granuleuse se modifia. Incapable de maintenir plus longtemps son intégrité, la structure même du rocher se liquéfia assez pour que son imposante masse obéisse au doigt de Zed et tourne sur elle-même. Le vieil homme accéléra le rythme jusqu'à ce qu'un rayon de lumière jaillisse de la roche en fusion. Le vieil homme accéléra le rythme jusqu'à ce qu'un rayon de lumière jaillisse de la roche en fusion. Le vieil homme accéléra encore son mouvement. La lueur augmenta d'intensité, des étincelles et des taches de couleur tourbillonnant en son centre. Alors, des formes et des silhouettes apparurent et disparurent au sein de ce vortex tumultueux. La lumière menaçait d'embraser l'air autour de Zed. Un sifflement semblable à celui du vent qui s'engouffre dans une fissure retentit. Les odeurs de l'automne devinrent soudain les parfums de l'hiver, puis ceux de la terre fraîchement labourée au printemps, et enfin ceux des floraisons estivales. Quand les senteurs de l'automne revinrent, une clarté saine et pure chassa les étincelles et les flocons de couleur. Le rocher se solidifiait de nouveau.
Z sauta dessus et s'immergea dans la lumière. Peu à peu, celle-ci perdit de sa splendeur pour devenir une pâle lueur dont les spirales évoquaient des volutes de fumée. 2 silhouettes se formèrent devant le vieil homme. Malgré leurs contours flous, comme si elles étaient constituées de lambeaux de souvenirs, elles restaient reconnaissables. Le vieux cœur de Z battit la chamade quand la voix spectrale de sa mère vient caresser ses oreilles. « Qu'est-ce qui te tourmente, mon fils? Pourquoi nous as-tu invoqués après tant d'années ?» Elle tendit les bras vers le vieil homme. Il l'imita, mais ne put pas la toucher. « Ce que m'a raconté la mère inquisitrice m'a troublée. » Elle disait la vérité. Z ferma les yeux et ses bras se baissèrent en même temps que ceux de sa mère. « Alors tous mes disciples sont morts, à part Guiller. » Le spectre de sa mère flotta dans les airs pour se rapprocher de lui. « Toi seul peux encore protéger la mère inquisitrice. Tu dois désigner le sourcier. » « Le conseil récolte ce qu'il a semé, et tu voudrais que j'aide ces gens ? Ils n'ont pas tenu compte de mon avis, qu'ils crèvent étouffés par leur propre cupidité. » Le père de Z s'approcha à son tour. « Mon fils, pourquoi étais-tu furieux contre tes disciples ? » ?»« Parce qu'ils ont pensé à eux au lieu de faire leur devoir et de protéger les gens. » »« Je vois. Et en quoi est-ce différent de ta réaction d'aujourd'hui ?» L'écho de ces paroles plana un long moment dans l'air. « J'ai proposé mon aide et on me l'a renvoyé à la figure. » grogna Z, les poings serrés. Ceux qui t'ont rejeté n'étaient-ils pas aveugles, stupides et rongés par la cupidité ? Veux-tu qu'ils aient triomphé de toi si aisément ? Les laisseras-tu t'empêcher d'aider ceux qui le méritent ? Tu abandonnes les gens, mon fils. Si ta raison d'agir ainsi te semble plus juste que celle de tes disciples, le résultat est le même. À la fin, ceux qui ont su reconnaître leur erreur et faire ce qui s'imposait. Comme tu le leur avais enseigné, il est temps d'apprendre de tes élèves, professeur. Sa mère ajouta. Cédicus, permettras-tu la mort de Richard et de tant d'autres innocents? Désigne le sourcier. Il est trop jeune. Si tu ne décides pas, il n'aura pas l'occasion de vieillir. Et il n'a pas passé mon épreuve finale. Darkenral traque Richard. C'est lui qui a envoyé le nuage qui le suit comme une ombre. C'est lui aussi qui a mis le fragment de liane dans le vase, afin que Richard trouve la plante et qu'elle le blesse. L'épine ne l'aurait pas tué, mais la fièvre l'aurait gardé inconscient, jusqu'à ce que Ral le capture. Au fond de ton cœur, depuis que tu l'observes, tu espères qu'il sera celui que tu attends. Même si c'est vrai, pourquoi le désigner? Darkenral détient les 3 boîtes d'Orden. Non, il en a 2 et il cherche la 3e. Quoi? S'écria Z en relevant la tête, les yeux grands ouverts. Il ne les possède pas toutes? Non, mais ce sera bientôt fait, confirma sa mère. Et le grimoire des ombres recensées, il est sûrement entre ses mains. Non, il le cherche aussi. Alors il reste une chance. Mais quel crétin mettrait dans le gelé de boîte d'Orden avant de les avoir toutes et de s'être approprié le grimoire? Un crétin très dangereux. Darkenral voyage dans le royaume des morts. Z en eut le souffle coupé. Le regard de sa mère sembla le transpercer comme une lance. C'est en passant par là qu'il a pu traverser la frontière et récupérer la première boîte. Dans le monde en dessous, il a su se gagner des partisans. Leur nombre grandit à chacune de ses visites. Si tu décides d'agir, sache que tu ne devras pas traverser la frontière, ni en charger le sourcier. C'est ce qu'attend Ral. Si tu le fais, il t'aura. La mère inquisitrice a réussi à passer parce qu'il n'avait pas prévu qu'elle essaierait. Mais il ne commettra pas 2 fois la même erreur. Mais si je ne peux pas aller dans les contrées du milieu avec le sourcier, comment aider leur peuple? Je suis désolée, mais nous n'en savons rien. Il existe sûrement un moyen, hélas. Nous ne le connaissons pas. Voilà pourquoi tu dois désigner le sourcier. Si c'est le bon, il trouvera une solution. Les 2 silhouettes commencèrent à s'estomper. Attendez, il me faut des réponses, ne m'abandonnez pas. On nous appelle derrière
Pourquoi râle? Traque-t-il Richard? Je vous en prie, aidez-moi. Nous l'ignorons. Tu devras trouver seul la solution. Mais nous t'avons bien formé, et tu es plus doué que nous. Sers-toi de ce que nous t'avons enseigné, et fie-toi à ton instinct. Nous t'aimons, mon fils. Mais tant que tout cela ne sera pas terminé, d'une manière ou d'une autre, nous ne nous reverrons plus. Les boîtes d'Orden mises dans le jeu, revenir vers toi, risquerait de déchirer le voile. La mère de Zed lui embrassa la main et lui tendit la sienne pour qu'il y pose un baiser. Puis les spectres disparurent. Zedicus Zulzorander, le grand et très honorable sorcier, resta seul sur le rocher nuage que son père lui avait donné. Sondant la nuit, il retourna dans sa tête de profondes pensées, de très profonds sorciers. « Rien n'est jamais facile, » murmura-t-il quand il eut fini de méditer. Chapitre 8. Richard se réveilla en sursaut. La chaude lumière de midi pénétrait dans la pièce et une délicieuse odeur de soupe aux épices lui chatouilla les narines. Il était dans sa chambre, chez Zed. Dès qu'il regarda les nœuds si familiers dans les murs de bois, ils se transformèrent en visage et en silhouette. C'était comme ça depuis toujours, et il adorait s'abandonner aux caprices de son imagination. La porte du salon était fermée. Près du lit, Richard remarqua une chaise vide. Il s'assit, repoussa les couvertures et s'aperçut qu'il portait encore ses vêtements crottés. Cherchant le croc sous sa chemise, il le trouva et soupira de soulagement. Un petit bâton gardait la fenêtre entrebâillée pour laisser entrer de l'air frais et filtrer l'écho du rire de Callan. Zed devait la régaler d'histoires drôles. Richard regarda sa main gauche enveloppée d'un bandage. Quand il fléchit les doigts, aucune douleur ne le fit grimacer. Sa tête ne lui faisait plus mal. Bref, il était guéri. Affamé, certes, mais en pleine forme. Sale comme un peigne, attifé comme un vagabond, mort de faim, et pourtant rétabli. Un grand bac d'eau, du savon et des serviettes trônait au centre de la pièce. Sur le dossier de la chaise, des vêtements de forestier propres et soigneusement pliés attendaient le bon vouloir de leur propriétaire. L'idée de prendre un bain ravissait Richard. Quand il y plongea les mains, il constata que l'eau était à la température idéale. Zed savait quand il se réveillerait. Une prescience qui n'avait rien d'étonnant, pour qui le connaissait. Richard se dévêtit et entra dans l'eau. L'odeur du savon lui parut presque aussi exquise que celle de la soupe. Il aurait volontiers fait trempette un long moment, mais il était trop éveillé pour lézarder. Et il avait hâte d'aller rejoindre les autres. Il retira le bandage de sa main et fut surpris par la rapidité de sa guérison. Quand il sortit, Callan et Zed l'attendaient, assis autour de la table. La robe de la jeune femme avait été lavée et elle devait également avoir pris un bain. Scintillant de propreté, ses cheveux reflétaient la lumière du soleil. Callan tourna vers lui ses yeux verts. À sa gauche, un bol de soupe fumait sur la table, près d'une assiette de fromage et d'une miche de pain. « Je n'aurais pas cru dormir jusqu'à midi », lança Richard en prenant place sur le banc. Quand ses deux amis éclatèrent de rire, il les dévisagea soupçonneux. « Tu as dormi plus de 48 heures, Richard », l'informa Callan. « Une vraie marmotte. Comment te sens-tu, mon garçon? Et ta main? »« Je vais très bien, merci de ton aide, Zed. Merci à vous deux. » Il plia et déplia les doigts pour leur montrer qu'il ne souffrait plus. « Ma main est quasiment guérie. Mais qu'est-ce qu'elle démange !»« Comme disait toujours ma mère, c'est un signe d'amélioration. » « La mienne prétendait la même chose, » dit Richard. Il prit sa cuillère, la plongea dans le bol, ramena un morceau de pomme de terre et un champignon et goûta avec une intense concentration. « Ta soupe est aussi bonne que la mienne, » déclara-t-il, parfaitement sincère. Callan s'assit califourchon sur le banc pour lui faire face. Un coude appuyé à la table, elle posa le menton sur la paume de sa main. « Zed avait un avis différent, » lança-t-elle. Richard foudroya du regard le vieil homme qui leva vivement les yeux au ciel. « Tant mieux pour lui, mais je lui rappellerai cette offense la prochaine fois qu'il me suppléera de me mettre au fourneau. » Pour être honnête, je crois qu'il mangerait de la poussière si quelqu'un la cuisinait à sa place. Ah, je vois que tu commences à le connaître. Croisons un expert.
Cette jeune dame rendrait la poussière comestible. Tu ferais bien de prendre des leçons, dit Zed en agitant un index sentencieux. Richard se coupa un morceau de pain et le trempa dans la soupe. Ces plaisanteries, il le savait, étaient une manière de dissiper sa tension, et une agréable façon de passer le temps en attendant qu'ils aient fini de manger. Callan lui avait promis de ne rien entreprendre avant qu'il ait demandé à Zed de les aider. À l'évidence, elle avait tenu parole. Le vieil homme, lui, adorait jouer les innocents pour forcer ses interlocuteurs à lui révéler ce qu'ils savaient déjà. Mais ces jeux aujourd'hui paraissaient puérils, car désormais, tout était différent. « Mais je me méfie d'elle à cause d'un terrible défaut de caractère, » dit Zed, soudain menaçant. Richard en oublia de mâcher, il avala tout rond, sans oser regarder ses amis, angoissé par ceux qui allaient suivre. « Elle n'aime pas le fromage !» s'exclama Zed. « Je ne vois pas comment faire confiance à quelqu'un qui déteste ce don du ciel. Ce n'est pas un comportement normal. » Richard se détendit. Zed se livrait à un de ses exercices favoris qu'il appelait la manipulation pour rire. Avec son jeune ami, ça marchait à tous les coups et il adorait ça. Jetant un regard discret au vieil homme, Richard vit qu'il affichait un sourire innocent du plus bel effet. Malgré lui, il ne put s'empêcher de l'imiter. Pendant qu'il finissait sa soupe, Zed grignota un morceau de fromage pour illustrer ses positions gastronomiques. Campant sur les siennes, Callan se régala d'un bout de pain. Il était délicieux, et la jeune femme jubila quand Richard le dit à haute et intelligible voix. Lorsque son bol fut presque vide, il décida qu'il était temps de passer aux choses sérieuses. Le quatuor suivant s'est-il manifesté ? Non. Je m'inquiétais, mais Zed a lu dans les nuages que les tueurs ont dû avoir des ennuis, puisqu'ils ne se sont pas montrés, répondit Callan. C'est vrai, cette histoire ? Demanda Richard au vieil homme. Oh, vrai comme verrue de Véra, mon garçon. Zed utilisait cette expression depuis qu'il le connaissait, une façon amusante d'assurer qu'il ne lui mentirait jamais. Mais quelle sorte d'ennui pouvait avoir un quatuor ? Quoi qu'il en soit, sa question avait marqué la fin de la récréation. Callan était impatiente qu'il continue sur le sujet et Zed semblait partager ce sentiment. La jeune femme se rassit normalement, les mains sur les genoux. S'il ne s'en sortait pas bien, comprit Richard, elle ferait ce qu'elle était venue faire et il n'aurait aucun moyen de l'en empêcher. Il finit sa soupe, repoussa le bol et chercha le regard de Zed, qui n'était plus d'humeur à plaisanter. À part ça, impossible de deviner ce qu'il pensait. Il attendait apparemment impassible. Richard devait se lancer. Une fois qu'il aurait commencé, plus question de rebrousser chemin. Zed, mon cher ami, il faut que tu nous aides à neutraliser Darkenral. Je sais. Tu veux que je déniche le grand sorcier ? Ce ne sera pas nécessaire, parce que je l'ai déjà trouvé. Callan se tourna vers Richard et l'interrogea du regard, mais il l'ignora. Tu es le grand sorcier. Callan voulut se lever. Sans quitter Zed des yeux, Richard tendit une main sous la table, lui saisit l'avant-bras, la força à se rasseoir. Qu'est-ce qui te fait penser ça, mon garçon ? Demanda Zed, toujours aussi impassible. Richard prit une grande inspiration, croisa les bras sur la table et les contempla tout en parlant. Quand Callan m'a raconté l'histoire des 3 pays, elle m'a dit que le grand sorcier, révolté par les mauvaises actions du conseil, a pensé que sa femme et sa fille étaient mortes pour rien. En guise de punition, il a pris une mesure radicale, laisser ces gens assumer les conséquences de leur comportement. Tout à fait la réaction que tu aurais dans des circonstances similaires. Je le pensais tout de suite, mais il me fallait des preuves. Quand je t'ai présenté Callan et que tu as réagi si agressivement, j'ai précisé qu'elle avait été attaquée par un quatuor. La compassion que j'ai lue dans tes yeux m'a convaincu que je ne me trompais pas. Pour éprouver cela, il fallait avoir souffert dans sa chair des exactions de ces tueurs. Ton changement d'attitude s'expliquait parfaitement si tu étais l'homme dont la femme et la fille étaient tombées sous les coups de ces assassins. Sinon, ta soudaine sollicitude pour Callan n'aurait eu aucun sens. Mais à ce moment-là, je ne me suis pas fié à mon instinct et je n'ai rien dit. Il leva les yeux et les plongea dans ceux de Zed. Tout de suite après, tu as commis ta plus grossière erreur en disant à Callan qu'elle serait en sécurité chez toi. Je savais que tu n'aurais pas menti sur un sujet aussi grave. Pourtant, tu n'ignorais pas à quel point les quatuors sont dangereux. Comment un vieil ermite pouvait-il nous protéger
sans le secours de la magie. Mais le grand sorcier, lui, n'avait rien à craindre. À présent, tu prétends que la deuxième équipe de tueurs a disparu parce qu'elle a eu des ennuis? Si tu veux mon avis, ce n'est pas sans rapport avec ta magie. Comme toujours, tu n'as pas parlé à la légère et tu as fait ce qui s'imposait. Richard adressa un sourire complice à Z. À cause d'une multitude de petits détails, j'ai toujours su au fond de moi que tu étais bien plus que ce que tu prétendais être, une personne d'exception pour tout te dire, et je me rengorgeais que tu me témoignes de l'amitié. Si ma vie était en danger, tu ferais n'importe quoi pour me sauver. Et tu sais que c'est réciproque, Z. J'ai en toi une confiance aveugle, et mon destin est désormais entre tes mains. Richard détestait ce type de chantage, mais leur vie à tous était en jeu. Z posa les mains à plat sur la table et se pencha en avant. « Je n'ai jamais été aussi fier de toi, Richard. Tu as tout compris. » Il se leva et fit le tour de la table. Richard l'imita et ils se donnèrent une accolade. « Et je n'ai jamais été aussi triste pour toi. Rassieds-toi. Je vais revenir très vite. J'ai quelque chose pour vous deux. Attendez-moi un instant. » Z débarrassa la table, les assiettes et les bols dans les mains. Il entra dans la maison. Callan le regarda s'éloigner sans dissimuler son inquiétude, et Richard s'en étonna. Loin d'être heureuse d'avoir trouvé le grand sorcier, elle semblait effrayée. Les choses ne se passaient pas comme il l'avait cru. Quand Z revint, un objet étroit et long calé sous le bras, Callan se leva d'un bond. Richard reconnut le fourreau d'une épée. Son ami se plaça devant lui comme pour le protéger. « Ne faites pas ça, Z !»« Ce choix ne m'appartient pas. »« Z, je vous en prie, désignez quelqu'un d'autre, mais pas Richard. »« Callan, nous avons déjà parlé de ça. Il s'est choisi lui-même. Si je ne désigne pas celui qui est fait pour cette mission, nous mourrons tous. Mais si tu vois un autre moyen, je t'écoute. » Le grand sorcier écarta Callan de son chemin et posa sans douceur le fourreau sur la table, juste devant Richard, qui sursauta, regarda l'arme, puis chercha à sonder les yeux brillants de fureur de son ami. Le grand sorcier écarta Callan de son chemin et posa sans douceur le fourreau sur la table, juste devant Richard, qui sursauta, regarda l'arme, puis chercha à sonder les yeux brillants de fureur de son ami. « Cette épée t'appartient. » Callan se détourna des deux hommes. Richard regarda de nouveau le fourreau d'argent, ornementé de torsades d'or qui ressemblaient à des vagues. Les quillons d'acier de la garde lui rappelèrent des crocs. Sur la poignée entourée de fils d'argent, d'autres torsades d'or dessinaient le mot « Vérité ». « C'est la lame d'un roi », pensa Richard, « la plus belle pièce d'armurerie que je n'ai jamais vue. » Il se leva lentement. Z prit le fourreau par la pointe et présenta la poignée à son protégé. « Dégaine-la !» Comme en transe, Richard saisit la poignée et libéra la lame, dont le tintement métallique resta longtemps suspendu dans les airs comme une note de musique. De sa vie, le jeune homme n'avait jamais entendu une épée produire un tel son. Serrant l'arme plus fort, il sentit sous sa paume et sous ses doigts la minuscule douleur des torsades d'or qui composaient le mot « vérité » de chaque côté de la poignée. Inexplicablement, cette sensation lui parut normale. Le poids et l'équilibre de l'épée lui convenaient à merveille, et pour la première fois de son existence, il eut l'impression d'être complet. Au plus profond de lui-même, la colère s'éveilla. Prêt à se chercher des cibles, avec une étrange intensité, il sentit le contact du croc contre sa peau, sous sa chemise. Alors que sa colère se transformait en rage, un pouvoir, récemment activé, circula dans son corps. Il lui était envoyé par l'épée, fidèle reflet de son propre courroux. Jusque-là, ses sentiments lui avaient toujours semblé être des entités indépendantes et entières. Là, on eût dit qu'une image, dans un miroir, s'éveillait à la vie. Un fantôme terrifiant. Et tandis que sa rage se nourrissait du pouvoir de l'épée, la colère de l'arme se nourrissait de sa colère. Deux tempêtes jumelles se déchaînaient en lui. Comme un spectateur impuissant, il fut emporté dans la tourmente. L'expérience était effrayante. Pas très éloignée d'un viol mental, elle n'était pourtant pas dépourvue de séduction. Des aperçus terrifiants de sa propre colère se mêlaient à des promesses irrésistibles. Ses émotions ensorcelantes se communiquaient à tout son corps, s'emparant de sa colère et montant en puissance avec elle.
Au bord de la panique ou d'un irréversible abandon, Richard lutta pour se contrôler. Zédicus, Zulle, Zorander leva les yeux au ciel, écarta les bras et cria « Que les vivants et les morts en soient avertis en toute loyauté. Le sourcier est désigné. » Un roulement de tonnerre fit trembler le sol et se répercuta en direction de la frontière. Tête baissée, les mains dans le dos, Callan se jeta à genoux devant Richard. « Je jure de défendre le sourcier au péril de ma vie. » Z s'agenouilla près d'elle, la tête également baissée. « Je jure de défendre le sourcier au péril de ma vie, » répéta-t-il. L'épée de vérité à la main, Richard écarquilla les yeux, plus stupéfait que jamais. « Z, pour l'amour de tout ce qui est bon en ce monde, dis-moi ce qu'est un sourcier. »